Salut tout le monde, c'est Florence de l'Otaku Manga Lounge. Aujourd'hui, c'est moi qui vais remplacer David et Amélie pour vous présenter les nouveautés manga de la semaine parues au Québec. On a plusieurs séries courtes pour cette semaine. On parle en général entre 3 tomes et quelques one-shots, donc ça va faire pas mal du bien au portefeuille. Bref, sans plus attendre, on commence! Notre premier titre cette semaine, c'est le spin-off de Goblin Slayer, qui est Goblin Slayer Year One. Et oui, c'est un prequel. Le scénario est réalisé par l'auteur de la série originale, fait que c'est vraiment un bon signe. Question histoire, il reste assez fidèle au manga original, donc ça veut dire beaucoup de sang, des tripes, plus de gobelins. Fait qu'évidemment, tout ça mène à des scènes assez explicites, donc c'est réservé plus à un public adulte. En fait, le manga tourne autour de comment le Crève-Gobelin est devenu le Crève-Gobelin. Donc on découvre d'où vient cette haine implacable et ce désir de vengeance qu'il y a envers eux. Dans les premières pages, on découvre que la grande sœur du héros a été sauvagement assassinée par des gobelins lors d'un raid contre son village. 5 ans plus tard, il va partir à la ville pour s'inscrire dans une guilde d'aventuriers et il va entamer sa première quête de destruction des nids de gobelins. Donc Dark Fantasy, action et beaucoup de combats sont au rendez-vous. Maintenant, pour ceux qui n'ont jamais lu Goblin Slayer et qui voudraient commencer par là, c'est un prequel, donc ça marche. Pour ce qui est de Goblin Slayer Year One, on l'a autant aimé que la série originale, donc c'est parfait pour les fans de la série. Notre deuxième livre cette semaine est Le Mystère des Pingouins. Mystère des Pingouins, c'est une série terminée en 3 tomes adaptée d'un film qui est déjà paru au Japon et qui devrait arriver chez nous en avril. Le manga est édité par Nobidomi, donc une maison connue pour leurs excellents kodomo. Attention, par contre, là, on parle pas exactement d'un kodomo. Un peu dur de décrire le genre précis, mais on peut s'entendre pour dire que c'est un manga mystère, slice of life, fantasy et un peu de romance, mais c'est dur à dire. Dans le fond, on suit Aoyama, un jeune garçon de 9 ans, bien aimé de sa propre personne, parce qu'il est vraiment smart, puis il le sait, donc ça rend pas super aimable en fait. Il est bien décidé à devenir un adulte pour conquérir sa grande flamme, Miyata, une assistante dentaire de 20 ans. En fait, il est comme obsédé avec elle. C'est là qu'il va y avoir des pingouins qui vont apparaître en plein centre-ville et mystérieusement disparaître, juste comme ça. Puis là, le petit Smart est assez vite pour réaliser que il y a juste lui d'assez intelligent pour comprendre ce qui s'est passé. Puis il est vite à deviner que la clé de ce mystère serait bel et bien la belle assistante dentaire, évidemment. C'est alors que débute une entente entre les deux personnages pour élucider le mystère. On vous en dit pas plus, mis à part le fait qu'on vous recommande chaudement ce manga pour plusieurs raisons. Déjà, le petit gars est hilarant. Il est d'un cynisme implacable, puis malgré le fait qu'il soit ni très grand, ni très tough, il réussit quand même à s'en tirer avec son humour noir, puis aussi, soyons honnêtes, à cause de la faible opinion qu'il a envers les autres. For sure, c'est notre protagoniste préféré de toutes les sorties de la semaine. Ensuite, le manga est vraiment dynamique, il renferme des surprises à chaque page. On va même jusqu'à une séquence de rêve complètement irréelle, suivie d'un match d'échecs avec l'intensité d'Hikaru no Go. Bref, ce fut Le Mystère des Pingouins, une petite série en 3 tomes qu'on recommande à tout le monde qui cherche à retrouver l'univers à la Makoto Shinkai avec un peu plus d'humour. On continue à tourner des sorties avec Erin's Game. On a une autre série terminée en 3 tomes, cette fois-ci tout dans le Battle Royale et la dentelle. C'est un premier manga traduit en français pour le mangaka, mais pas une première œuvre. On voit très bien que c'est un artiste vraiment à l'aise dans les dessins et le storytelling. Alice est une idole pop un peu maniaque qui se retrouve dans un cauchemar, traquée à mort par un petit chaperon rouge assoiffé de sang. Ça lui a pas pris trop de temps à réaliser qu'elle était coincée dans un jeu de la mort entre elle et d'autres personnages de contes de fées classiques. Qu'est-ce que la victoire de ces batailles sanglantes pourrait lui rapporter? Quitter le cauchemar. Et aussi voir tous ses désirs devenir réalité. Mais ça, c'est un accessoire, c'est de côté. Comme on vous l'a déjà dit avant, le design des personnages est vraiment très fort. Ça rend le manga visuellement vraiment plus intéressant. Après tout, les personnages comme Blanche-Neige et Alice, on les a vus souvent en manga. Par contre, avec une adaptation plus funky de leurs costumes et leurs attitudes, ça le différencie vraiment des autres sorties Alice. Alors, petite pépite d'or, Gothic Lolita meet Battle Royale, en 3 tomes avec des designs à la Kaori Yuki ainsi qu'à la Tim Burton. Alright, next, on continue avec une sortie BD. Ben oui, pourquoi une BD? Pourquoi pas un autre manga? Ben, notre raisonnement était pas mal simple, il y a un samouraï sur le cover. Fait qu'on voulait le lire, on n'a toujours pas de nouvelles sur la série Vagabond, fait qu'on s'ennuie un peu là. On regrette pas d'avoir lu par contre, parce que le dessin est vraiment bon. Des plans larges, très cinématographiques, magnifique mise en scène, des combats dynamiques, les personnages ont des émotions vives et variées. Bref, ça mérite vraiment d'être lu et vu. Pour ce qui est de l'histoire, on va suivre une jeune femme dont l'amant est tombé au combat. Refusant la mort de son mari, elle part en quête pour retrouver le masque aux 1000 larmes. Masque qui aurait le pouvoir de faire traverser les vivants dans le monde des morts. Par contre, personne ne sait s'il existe vraiment. C'est alors qu'on embarque dans le grand voyage de la jeune veuve et de son compagnon, un paysan au bon cœur au lourd passé. Cependant, le voyage est parsemé d'embûches et, pauvres voyageurs isolés qu'ils sont, se retrouvent à la merci de brigands et de complots. Ultimement, c'est une lecture qui nous a vraiment surpris par les dessins impressionnants et la profondeur des personnages. Donc on recommande à tous les fans de Vagabond ainsi qu'aux amateurs des films de Kurosawa. Passons à la prochaine série, voici Strange Fruit.
Alors, Strange Fruit, une autre série en 3 volumes dont on a déjà les 2 premiers au lounge, ce qui est assez cool puisque vous n'aurez pas besoin d'attendre très longtemps pour connaître la fin de l'histoire. Bref, voici le premier manga d'un duo de dessinateurs et scénaristes qui se prend vraiment bien juste avant Halloween. Ça commence avec notre protagoniste Tsubaki qui décide de retourner dans sa ville natale après 10 ans d'absence. Tout se passe bien, elle est bien heureuse de retrouver ses amis, mais il y a une chose qui la tracasse constamment. C'est ce cauchemar atroce qu'elle n'arrête pas de faire d'une jeune fille qui meurt dans la forêt. Bizarrement, non seulement elle n'arrive pas à déterminer si son cauchemar est réel ou non, mais en plus, lorsqu'elle va en parler, la réaction du monde est vraiment étrange. Comme s'il faisait semblant d'oublier ou de pas savoir de quoi elle parle. En fait, toute la ville est pas mal weird. Par exemple, en 10 ans seulement, la ville a vécu un énorme boom économique et la vie là-bas est devenue presque parfaite. Puis à chaque soir, il y a un étrange brouillard qui s'installe dans la ville, genre à tous les soirs. Puis il y a d'autres trucs, genre tout le monde trouve ça normal qu'il y a la propagande du maire partout à travers la ville. Bref, cette ville-là est vraiment bizarre. D'ailleurs, la fille du maire est pas mal le meilleur personnage, parce qu'elle fit pas vraiment avec le vibe du manga. Je veux dire, c'est une fille de riche ultra extravagante qui intimide tout le monde. À chaque chapitre, elle a un nouvel outfit super chic, un peu à la designer, se promène avec un serpent, elle crie tout le temps. Bref, tout ce qu'elle fait est vraiment détestable. C'est le fun de voir que clairement, elle aime ça être méchante. Tu sais, de voir à quel point elle est créative dans sa méchanceté, ça montre clairement que la méchanceté, c'est sa passion. Dans le fond, on a juste envie de voir ce qu'elle va faire. C'est bien là la force de Strange Fruit, parce que tous les personnages sont écrits d'une manière très habile. Non seulement ils font tous un peu peur en parlant entre les lignes avec des menaces, mais en plus ils sont comme attachants. Puis dans un manga thriller noir, on n'a pas vu ça souvent. Bref, Strange Fruit, c'est à essayer. En plus, avec 2 tomes sur 3 de paru, pas d'excuses. Pour notre prochaine sortie de la semaine, voici Par le pouvoir des dessins animés. C'est une sortie française d'Elsa Prince, auteur déjà bien connu pour la série Global Manga Save Me Pity. Et oui, c'est une autobiographie. L'auteur nous livre un discours assez honnête sur son enfance de geek et sa vie adulte de geek aussi en fait. L'œuvre est juste remplie de dessins hommages quand même cute aux grands personnages manga qui ont marqué la vie de l'auteur. Déjà qu'Elsa raconte des histoires vraiment drôles puis parfois assez gênantes. Ce qui nous a fait le plus accrocher, c'est que le livre est aussi comme un bébé documentaire sur l'explosion du manga en France. Elsa fait partie de la génération du club Dorothée et à travers ses souvenirs, elle nous explique pas mal le pourquoi du comment le manga a conquis sa génération. Et la France au complet dans le fond. On va en apprendre non seulement sur le club Dorothée, mais aussi sur les premières sorties VHS, les magazines importants japonais et aussi la perception que la génération des parents avait de ce nouveau médium bizarre. Et à la fin, spoiler, elle publie son propre manga. Honnêtement, en tant que Québécois, on est un peu moins au courant de l'époque du Club Dorothée et de l'impact que l'émission a eu. Puis le livre est assez détaillé que l'on a appris pas mal de trucs. C'est aussi un livre pas mal inspirant pour ceux qui rêvent aussi de publier leur propre manga. Notre prochain manga est une autre BD, de samouraï aussi parce qu'on aime ça les samouraïs, et que Vagabond sort pas, du célèbre Stan Sakai, auteur de Usagi Yojimbo. Usagi Yojimbo est un personnage extrêmement connu aux États-Unis, un peu moins chez nous, d'une série débutée dans les années 90 et toujours en cours. L'auteur Stan Sakai est né au Japon, mais il a grandi à Hawaï et vit aujourd'hui en Californie. Il est donc de culture autant américaine que japonaise, et cela se ressent dans son art. C'est écrit dans le sens occidental, la structure des cases en gaufrier très rigide, les bulles en haut de chaque case. On lit d'abord le texte et on regarde le dessin ensuite. Le côté assez statique dans l'action, bref, c'est plus un comique qu'un manga. En fait, Usagi Yojimbo est un vrai samouraï de l'ère Sengoku, genre 17e siècle, qui errait à travers le Japon féodal pour combattre l'injustice. Puis on retrouve le même principe dans Space Usagi. Space Usagi met en scène le descendant de Usagi Yojimbo dans un lointain futur. C'est donc dans un contexte sci-fi que Stan Sakai place ce nouveau personnage, appelé ironiquement Miyamoto Usagi. Comme le savent ceux qui se sont intéressés à l'époque des samouraïs, Miyamoto Musashi est le héros le plus connu au Japon. C'est le personnage fictif d'un roman classique japonais, La pierre et le sabre, qui a redoré le blason des samouraïs, peu apprécié au début du 20e siècle, et qui a inspiré nombre d'artistes et auteurs. D'ailleurs, l'histoire de Musashi est reprise dans Vagabond. On vous conseille vraiment de lire Vagabond, parce que c'est vraiment bon. Ce qui est très cool dans Space Usagi, c'est ce décalage constant entre l'univers futuriste créé par l'auteur et les références au Japon médiéval. Outre le nom du personnage principal, on retrouvera le commandant en chef de l'armée, qui n'est autre que Hideaki, un puissant daimyo, un important chef de clan. Les vaisseaux ont des formes de palais japonais, les armures des soldats sont inspirées par les costumes de samouraïs. En tout cas, Space Usagi, c'est de la sci-fi, des combats au laser, puis des vaisseaux spatiaux. Bref, de la pure sci-fi, avec une touche japonaise. C'est drôle, captivant, c'est très bien maîtrisé, et les références au Japon médiéval sont un joli clin d'œil, alors bravo. Et on termine notre tournée de nouveautés de la semaine avec le spin-off de Gamaran, Gamaran le tournoi ultime. Gamaran est une série terminée en 22 tomes, et quand on a appris que c'est le mangaka original lui-même qui prenait en charge le spin-off, on était pas mal hype.
Bon, déjà, spin-off, c'est à voir. C'est pas mal plus une suite qu'autre chose. Parce qu'en fait, on reprend l'univers quelques temps après la fin de la série originale. Mais spin-off quand même, parce qu'on ne suit plus les aventures de Gamma, mais bien de Iori Sengoku, le guerrier sans égal. Puis Iori, il a un mauvais caractère, mais ça a toujours été le plus cool de la gang, fait que... Cependant, petite surprise, le manga débute plutôt en nous introduisant un nouveau personnage. Jeune épice de génie qui est toutefois mis de côté par tout le monde parce que elle est une femme. Et, pour se prouver à elle et à tous, elle va challenger à mort Iori. Puis, le combat qui en suit, c'est vraiment une chorégraphie extrême et wild comme juste Gamaran peut faire. Évidemment, le manga s'appelle Tournoi Ultime, fait que pas de surprise, il va avoir un nouveau tournoi. Puis il va être plus gros que les autres. Avec mon personnage préféré en avant-plan, une nouvelle protagoniste vraiment bien, et que tout est fait par l'auteur original, on peut vraiment dire que la série est revenue en force. Si vous avez déjà lu Gamaran, c'est un must. Si vous n'avez pas déjà lu Gamaran et que vous voulez voir des arts martiaux féodales dans le tapis, allez lire Gamaran. Et voilà qui conclut déjà notre tournée des nouveautés de la semaine. On termine avec l'élection de mon coup de cœur de la semaine, Max Rumroll, le mystère des pingouins. C'est mon préféré pour son humour cynique, son dessin innocent, ses séquences surréalistes très fresh, et en fait son commentaire sur ce que c'est être adulte. Si vous voulez un peu plus de nous autres, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, suivre notre page Facebook ou Instagram. Bye!